Bienvenue au Book Club des classiques aujourd'hui autour de Shakespeare et du Roi Lear. Mise en scène par Thomas Ostermeyer dans une nouvelle traduction d'Olivier Cadio. Notre premier invité, la pièce Le Roi Lear est à voir jusqu'au 23 février à la Comédie Française avec notamment Denis Podalides dans le rôle titre, le comédien qui est notre second invité. Bonjour messieurs. Merci Bonjour. à tous les deux d'être là. Touchez pas votre petit micro, il va grincer Denis Podalides et en plus il est à très bonne distance, c'est absolument parfait. À mes côtés, Pierre Croze du site Babelio. Chaque vendredi, nous faisons discuter nos deux communautés de lecteurs. Nous réunissons le temps d'une émission autour d'un classique de la littérature, les clubs de lecture de Babelio et de France Culture. Bonjour Pierre Croze. Bonjour Lydia, bonjour à tous. Merci à vous d'être avec nous. Le Roi Lear, Pierre, n'est pas la pièce la plus populaire de Shakespeare aux yeux des lecteurs de Babelio, il faut le dire d'entrée de jeu. Tout à fait, elle n'est pas dans le top 3. Peut-être que vous pouvez, à votre avis, la première pièce la plus populaire. Richard III, non, c'est ça? Non. De Shakespeare? De Shakespeare, tout à fait. Hamlet? Non. Hamlet est en deuxième position. La plus populaire, c'est Roméo et Juliette. La plus connue. Ah oui. C'est suivi effectivement de Hamlet et ensuite du Songe d'une nuit d'été. Et donc j'ai un peu regardé effectivement sur Babelio. Il y a 2800 lecteurs sur le site de Le Roi Lear et 66 critiques. Et donc c'est à la 6e place des pièces de Shakespeare les plus populaires sur Babelio. Et alors on peut l'imaginer, la pièce a été intégrée à de nombreuses listes de lecteurs. Des listes attendues comme les 100 meilleurs livres de tous les temps, votre pièce de théâtre préférée ou encore les 100 meilleurs livres de 100 écrivains, mais aussi dans des listes plus étonnantes. Lire avec Godard, par exemple, puisque le réalisateur avait tourné une adaptation. On aura peut-être l'occasion de parler des différentes adaptations de l'œuvre. Oui, c'est passionnant aussi. On va pouvoir en parler effectivement avec nos invités. Adaptation pour le cinéma, mais aussi pour la scène, tout simplement. Laissez-moi juste vous présenter, ou vous les présenter un peu mieux, Olivier Cadio et Denis Podalides. Olivier Cadio, présent ? Présent. Écrivain, auteur d'une histoire de la littérature récente en 2 tomes ou encore de médecine générale, sorti l'an passé et traducteur de Shakespeare, de La Nuit des Rois ou Tout ce que vous voulez, déjà mise en scène par le directeur de la Schaubühne de Berlin, Thomas Ostermeyer, déjà interprété par Denis Podalides qui jouait alors Orsino et qui a raconté cette aventure à la fois théâtrale et personnelle dans un très beau livre, Les Nuits d'amour sont transparentes, paru au Seuil. Denis Podalides, comédien, sociétaire de la Comédie Française depuis 25 ans, on souffle des bougies je crois aujourd'hui. Vous multipliez les projets, ciné, théâtre, dans ou hors les murs de la Maison de Molière et vous publiez en cette rentrée littéraire Célidan disparu chez Mercure de France. Voilà pour les présentations un peu plus complètes de nos deux invités, de lecteurs, de passionnés de Shakespeare, je crois qu'on peut le dire. Première mise en scène du Roi Lear à la Comédie Française en ce moment, ça vient de commencer. C'est à voir jusqu'au 23 février. C'est une tragédie en 5 actes. Le Roi Lear, en vers et en prose, traditionnellement, écrite au début du XVIIe, jouée pour la première fois à Londres en 1606, en présence du roi. L'intrigue, Olivier Cadio, Denis Podalides, qui s'y essaye? C'est une célèbre question. Quelle est l'intrigue du Roi Lear? Non, mais pour aller vite, un roi très fou, on va s'en rendre compte. Il n'est pas fou, il n'est pas. Ce qui est très bien, c'est que cette pièce est aussi un apprentissage de la folie et des degrés. C'est une histoire de la folie, d'une certaine manière, on pourrait presque le dire. Tout d'un coup, à une idée, je me débarrasse du fardeau de ma couronne, j'arrête d'être roi, et je vais transmettre à mes 3 filles, il a 3 filles, et simplement il dit à chacune, maintenant il faut que vous disiez à quelle hauteur vous m'aimez, et cette hauteur d'amour, ce sera exactement la mesure de votre héritage. Vous allez recevoir l'équivalent en terre. Donc voilà, donc Denis, peut-être tu prends le relais. Qu'est-ce qui se passe là? Non, je sais très bien, il faut donner le point de départ, là, l'énergie première de la pièce, c'est celle-là, c'est cette sorte de contrat passé avec ses filles qui va s'avérer catastrophique et qui entraîne la chute et puis la perdition totale de ce personnage. Effectivement, dire que c'est une histoire de la folie, c'est très beau, parce qu'il y a un parcours. C'est un personnage qui, presque dès le début, montre des symptômes, d'ailleurs. La façon immédiate et violente avec laquelle il bannit sa fille préférée, Cordelia.
Et puis ensuite, par degrés, et il le dit lui-même, il supplie le ciel de ne pas le rendre fou, il dit « je suis en train de devenir fou et je crois que je suis devenu fou ». Et effectivement, cette escalade est magnifique. Mais il y a aussi une autre intrigue, évidemment. Dans Shakespeare, il y a rarement, c'est comme dans les séries, il y a rarement une seule intrigue. Il y a l'intrigue de Gloucester et de ses fils, Edgar et Edmond. Edmond étant le bâtard et Edmond cherchant à perdre son propre frère Edgar aux yeux de son père. Et ça va aussi entraîner toute une série de catastrophes. Alors, voilà pour l'intrigue dans l'intrigue. Les grands thèmes de la pièce, vous l'avez dit tout de suite, c'est évidemment la folie. On peut dire aussi peut-être les passions et tout ce qu'elles entraînent, et toutes les formes de passion, Olivier Cadiot, la vieillesse aussi de ce roi. Et tous ces thèmes vont traverser cette pièce, ce texte, qui figure parmi les 35 œuvres bien connues aujourd'hui du dramaturge britannique, comédie, tragédie, pièce historique. Est-ce que vous diriez que Le Roi Lear, c'est du bon Shakespeare, ou du grand Shakespeare? Par rapport à la question de la folie, j'ai envie de répondre encore à la question d'avant, parce que c'est central. C'est le thème, c'est ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que non seulement on voit l'accélération et des symptômes, comme vient de le dire Denis, mais aussi on voit qu'il est en concurrence, comment vous dire, on a l'impression qu'il est, comme souvent comme dans La Nuit des Rois, pris dans un torture test. C'est-à-dire qu'au fond, on lui file devant lui des faux fous. Il y a un faux fou, qui est un fou professionnel, puisque comme dans un clown attaché, il y a un vrai, lui est un vrai fou sans le savoir. Et puis il y a un fou qui se déguise, c'est trop compliqué de raconter l'intrigue. Mais le truc merveilleux, c'est qu'on lui envoie un des deux fils, dont vient de parler Denis, déguisé en fou à l'époque, en fou qui fait penser furieusement à du Joyce. Enfin, c'est-à-dire qu'on est dans le moment où la langue anglaise produit un effet de folie accélératrice qui sera déterminant sur toute la littérature qui va suivre. On retrouve tout ça dans Gertrude Stein ou aussi bien dans Virginia Woolf, beaucoup plus tard. Et ma question, vous y répondrez pas? C'était votre question, Ouais. Pardonnez-moi. Est-ce que Le Roi Lear, c'est un bon ou un grand Shakespeare? Ah oui, bah, je pense. Est-ce que vous Moi, j'ai recommandez aux très peu d'expérience, auditeurs je suis pas du tout de lire ce shakespearien, texte je aujourd'hui? prends Ouais. peut-être la place de gens qui seraient plus même. forts, plus Ouais, férus finit en quand même par- Shakespeare. après 2 traductions. Après de 3, très, j'ai très- fait Richard III aussi. Il a fait Richard III. Pour Martial di Fonzobo, qui reprenait la mise en scène de Langhoff de 95, que c'était au printemps dernier. Donc j'ai fait que 4 pièces, mais je dirais qu'elles sont toutes les 4 différentes, ce qui est très très curieux. On a l'impression que vraiment, là pour le coup, ils sont au moins 15 derrière à écrire, ce que d'ailleurs beaucoup de gens pensent. Oui, c'est très probable qu'il y a eu des... C'est fou. Comme les scénarios des films, en C'est ça. général, il y a plusieurs Il y auteurs qui se passent. C'est ça. C'est très probable. C'est très probable. Il y a même des pièces, on est quasiment sûr, et on sait très bien qui est Qui est de... le co-auteur, comme pas La Tempête, mais Le Conte d'hiver, par exemple. Ok. Je crois, hein, si mes souvenirs sont bons. Denis Podalides, vous recommandez aux auditeurs de lire De lire Le Roi Lear, hein, oui, de lire. De relire, lire. Oui, oui, c'est pas une obligation, mais je pense que c'est une source de très très grand plaisir Et il se niche où, ce littéraire, plaisir? théâtral. Hein, c'est passionnant. On l'a vu en la travaillant avec Thomas Ostermeyer. Enfin, la pièce déborde de cachettes secrètes, de double fond, de significations qui nous arrivent aussi dans le flot du jeu. C'est assez très surprenant. Enfin, moi, j'ai un personnage qui a des cassures au cœur, en pleine interprétation et jamais le théâtre français n'agirait comme ça, ne se construirait comme ça. Tout est en mouvement tout le temps. Alors, Pourquoi il a fallu attendre Thomas Ostermeyer pour que ce Roi Lear soit mis en scène, montré à la Comédie Française? C'est assez fou de se dire que le Roi Lear il n'y a n'a pas une jamais très été bonne mis en scène. histoire de Shakespeare à la Comédie Française. Il y a Ouais. une histoire de... C'est la il y a une grande rivalité. histoire d'échecs. Mm. Il y a même des mises en scène très très drôles parce que à la suite du grand metteur en scène Antoine, qu'il avait fait à l'Odéon, la Comédie Française a voulu monter Coriolan, une grande pièce romaine de Shakespeare, et ils ont fait des décors pour chacun des tableaux. Ce qui était gigantesque, ce qui fait que, j'ai lu ça, c'est très drôle, les spectateurs se plaignaient, il y avait 2 fois plus de temps d'entracte que de temps de jeu, puisqu'il fallait tout le temps monter, démonter, remonter. Oh. Les machinistes étaient complètement épuisés, et le spectateur s'ennuyait, ne comprenait plus rien à la pièce, et il a fallu beaucoup de temps pour qu'on désaffuble, qu'on change notre vision de Shakespeare. C'était une espèce on devait voir ça un peu comme des grands péplums hollywoodiens, alors que c'est pas ça du tout, en fait.
Le Roi Lear, parmi les autres pièces de Shakespeare, juste reprendre les mots du metteur en scène Thomas Ostermeyer, qui raconte que pour lui, vraiment, la lecture de cette pièce-là a constitué un choc. Il le raconte au journal Le Monde il y a 5 ans. Il disait qu'il mettrait d'ailleurs en scène Le Roi Lear à 70 ans. Il n'aura visiblement pas eu la patience d'attendre. Première pièce lue quand il tombe sur un exemplaire à Londres, un recueil dans une librairie, un tout Shakespeare en anglais. Il lit à ce moment-là Le Roi Lear et il raconte que ça a été pour lui un moment fort. Il voyait là, dans cette pièce, la condition humaine, dans cet homme jeté sur la lande comme une pauvre créature. Cela n'a rien à voir avec mon regard d'aujourd'hui sur Shakespeare, mais j'ai gardé ce Roi Lear dans le cœur. Voilà, du cœur, il est donc passé ou en train d'être passé à la scène, ce Roi Lear. Qu'en disent les lecteurs de Babelio? Pierre Cros, je me tourne vers vous sur la qualité de ce texte, hein, peut-être son intemporalité aussi. Oui, alors il y a l'intemporalité, puis je reviens peut-être sur ce que vous disiez, sur est-ce que c'est un grand Shakespeare. Pour beaucoup de lecteurs, le texte, c'est un sommet stylistique de Shakespeare. Je vais vous citer quelques critiques. C'est un sommet d'écriture. Le style de Shakespeare atteint ici des sommets de poésie et d'éloquence. Le Roi Lear a donné à la langue anglaise beaucoup de mots et de formules. Et une deuxième critique peut-être. On ne peut rester insensible malgré les filtres du temps et des traductions à cette langue inimitable qui se déclame en pleine strophe, en un chant sépulcral, lyrique, mystérieux, et à d'autres moments se fait familière, intime, gargotière, pour mieux venir nous cueillir dans un quotidien dont il semble nous révéler un sens caché. Donc voilà, on va parler peut-être de l'intemporalité, mais effectivement, le style, pour beaucoup de lecteurs, c'est un sommet. Alors, peut-être on va parler d'abord, avant l'intemporalité, ou pourquoi relire ou lire aujourd'hui. Comme vous le dites si bien, Denis Podalides, parler de cette langue si particulière, hein, et que vous avez eu à traduire aujourd'hui, Olivier Cadieux. Vous avez choisi de le faire en tout cas, et comment? Peut-être raconter qu'il existe quelques traductions de référence Bien jusqu'ici, sûr, hein, oui, bien sûr. une des premières, celle du fils Oui. de Victor Hugo, de François Victor Hugo, qui date de Fin de siècle. 1859. Oui, oui. On est à ce moment-là au 19e, plus récente Yves Bonnefoy, qui s'est aussi lui mis à la tâche, une traduction de Pascal Colin et d'autres. À un moment, ce texte vous arrive, vous, devant les yeux, Olivier Cadieux, et c'est Thomas Ostermeyer donc qui vous demande d'en faire une nouvelle traduction. Comment vous y prenez par quel bout? Avec quel état Je, d'esprit? je pars de mon ennui et de ma terreur de cette scène de péplum dont tu parles, Denis. Et que j'ai l'impression toujours d'entendre cette espèce de grandiloquence. Et les traductions, ce qui se passe pour les traductions en général, c'est on a tendance à, comme Shakespeare est en vers, à traduire en vers. Mais comme il n'y a pas de vers français aujourd'hui capable d'accueillir le vers anglais, on est dans un mime qui produit une forme un petit peu ritournelle et un peu, pour dire un truc idiot, ça ressemble à des épisodes de Ivanhoé. On a l'impression qu'ils vont se battre avec des bouts de bois. Tais-toi, rascal. Parce qu'il ne se passe jamais rien ou très peu de choses chez Shakespeare. Tout est commenté. Ouais. Ce n'est qu'un commentaire. L'action passe fantomatique quasiment. Tout. La guerre, on l'entend à peine. Elle est là, mais on l'a. D'ailleurs, c'est pour ça que Ostermeyer a raison de faire sortir 2 drapeaux. Ça suffit pour nous faire entrer dans la... J'ai oublié ce que je voulais dire, malheureusement. Si, Pardon. vous êtes en plein dedans, c'est vraiment sur cette question de la traduction. Oui, Et comment c'est faire Thomas Ostermeyer Alors, qui vous avait déjà oui. dit lors de la précédente traduction, au moment de la Nuit des Rois, de ne pas garder la versification. Donc là C'est encore, sûr. vous la lâchez? Donc je passe par la prose. Mais ce qui est intéressant avec la prose, c'est que si vous la travaillez dans un second temps, de manière, j'allais dire, poétique, c'est-à-dire si vous reprenez cette prose et au lieu de la rendre profane, vous travaillez la ponctuation beaucoup et je pense que et la syntaxe. Et au fond, j'ai pensé que le vrai problème de Shakespeare, c'est moins le lexique de mots qui peut être démodé que la syntaxe qui est démodée, c'est-à-dire les attaques, la manière dont c'est rythmé. Et c'est là où j'interviens. C'est juste à cet endroit-là pour essayer de redonner du dynamisme à quelque chose qui doit rester pur. Enfin, c'est plutôt à Denis de répondre là-dessus, sur comment est-ce que ça se passe à l'oral. Moi, j'ai envie, en tout cas, que dans le livre, ça sorte comme un pop-up pour enfants et que ça vous saute à la gueule, quoi. Est-ce qu'avant de laisser répondre Denis, vous pourriez peut-être nous lire un extrait du Roi Lear? Je lis, mais je vais on pas a émis jouer. ce vœu. Et je dis juste que cette fois encore, Thomas Ostermeyer est arrivé auprès de vous, Olivier Cadieux, vous l'écrivain, le traducteur de ce Roi Lear, publié chez POL et mis en scène à la Comédie Française, avec la même commande que pour La Nuit des Rois, c'est-à-dire une langue claire pour saisir cette intrigue qui n'est pas facile et que vous avez eu tous deux bien du mal à effectivement résumer en ouverture de l'émission. Voilà, pour pouvoir profiter pleinement du spectacle sans que la langue fasse barrière à la compréhension, hein.
Et vraiment, le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est là, après la première, on me dit, tiens, c'est super, je J'ai comprends la compris. pièce. Et pour moi, ça m'a tout simplement bouleversé parce que c'est tellement. Donc je me dis, ça va aller. Alors ça passe. Ça passe sur scène, ça passe à l'oral, ça passe à l'écoute. C'est tout. N'importe quel traducteur dirait la même chose. Hein. C'est normal de chercher cette fluidité absolue. Mais elle se trouve, encore une fois, par des manigances de syntaxe, par des torsions. C'est comme si je cassais l'anglais pour essayer de l'obtenir. Je sais pas, comme si c'était un crabe dans lequel il fallait que j'aille chercher, dans les petites pinces partout. Et ça se fait non pas par un travail d'adaptation. Les gens comprennent mal les traductions d'auteurs, d'écrivains. Ils se disent, ah bah oui, c'est normal, lui, il va en rajouter. Il va faire du rewriting, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au contraire, tout est traduit absolument. C'est-à-dire, il y a aucune. S'il y a deux adjectifs, comme très souvent chez Shakespeare, on a tendance à en virer un pour gagner du temps et de la fluidité. Et en fait, je me débrouille pour que les deux restent. Et donc, je travaille. Pourquoi? Pour vous finir de vous répondre, je travaille évidemment sur les éditions savantes de Arden Shakespeare, avec des notes, vraiment un appareil critique très complet. Où dès qu'il y a un mot qui est un peu complexe, on vous propose des solutions et des questions qui. Donc c'est assez merveilleux parce que c'est aussi un travail de recherche, je dirais, traduire là. C'est pas traduire un roman comme ça qu'on traduit. Mais il y a eu des cas de conscience, il y a eu des Des moments expressions, très des termes difficiles. difficiles. Exemple. Ah non, mais non, je sais, j'ai pas d'exemple. Non, j'ai pas. Quelquefois, ça m'est arrivé de rester 3 jours sur un problème. Est-ce que Effectivement. par exemple la tempête t'a posé des problèmes? Là-dedans, non. Ouais. La tempête, c'était facile à faire parce que c'était un peu dans mon style de performatif. Ouais. Ça allait bien avec ce côté gueulant, tu vois, du type complètement fou et qui orchestre. Et là, c'est génial à voir à la Comédie Française. On a Denis en chef d'orchestre, littéralement, qui fait sortir comme dans un film voilà. On l'écoute. Il joue normalement le roi Lear. Je loupe. Mais là, Je joue pas parce que c'est toujours quand on joue on est quand on acte joue à la trois, radio sympa. ou à la télévision, ce qu'on joue le soir, c'est terrible. Mais là, vous n'avez pas joué hier soir. Donc, Ah ben vous non, avez là, j'ai le droit. pas Il y joué a- depuis la c'est- première, C'était, alors, non, c'était la grève je vais hier. déchaîner, Ce soir, vous allez jouer. Ce soir, nous jouons. Très C'est bien. officiel. C'est officiel. Je crois pouvoir le dire. Ouais. Tempête, à vous, soufflez de toutes vos forces, enragez, soufflez, et vous, cataractes, ouragans, crachez, inondez les églises, engloutissez les girouettes, vous, feu de soufre aussi rapide que la pensée, émissaire de la foudre qui détruit les chênes, brûlez ma tête blanche, tonnerre, à toi, tu ébranles tout, ton grand tremblement va aplatir le cosmos. Allez, d'une frappe détruis la matrice de toute chose, pulvérise les cellules, celles qui rendent l'homme ingrat. Allez, on gargouille à plein ventre, feu, crache, pluie, recrache, pluie, vent, tonnerre, pluie, feu, ô mes éléments, vous n'êtes pas mes filles, je ne vous accuse pas de manquer d'amour, je ne vous ai pas donné mon royaume, je ne vous prends pas pour mes enfants, vous ne me devez pas allégeance, alors allez-y, déchaînez vos horribles pulsions, me voilà ici votre esclave, pauvre vieillard infirme, faible et méprisé. Mais non, allez, vous restez des mercenaires ralliés à 2 monstres pour déclencher l'enfer de très haut, sur une seule tête, si vieille, si blanche. Alors ça, c'est ignoble. Voilà, Bon. un peu de Shostakovich pour entourer la lecture. Ça va bien, Ouais, ça. ouais, Denis, vous jouez pas mal, hein, en fait, Denis Podalides. Pas mal du tout. En anglais, ça donnerait quoi? Alors ça donnerait, je le prends je ne sais pas, mais le ton même d'avant Laurence Olivier, je pense. Blow winds and crack your cheeks, rage blow, you cataracts and hurricanes, spout till you have drenched our steeples, drown the cocks, you sulphurous and thought-executing fires, vaunt quarries of oak-cleaving thunderbolts, singe my white head, and thou old shaking thunder, strike flat the think rotundity of the world, etc., 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 etc. Je peux pas lire tout quand même. Là, vous êtes vraiment tout rouge et c'est là que je comprends, quand j'ai lu que les traductions d'Olivier Cadio sont aussi tournées beaucoup vers le comédien et habilement ficelées pour que vous trouviez la place à la fois de vous y insérer et aussi de respirer, hein. Oui, je trouve absolument merveilleux. À chaque fois que je joue ce passage, là, je rends hommage en direct Olivier Cadio. C'est pour l'acteur, c'est pas une simplification au point de vue
ou je ne sais pas, ce serait une vulgarisation de la chose. Et dans l'énergie et dans le phrasé qu'on va, effectivement, là, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus nerveux. Et en fait, et c'est très fidèle à l'anglais. Si on lit l'anglais, on est frappé par le fait qu'il n'y a pas, il y a pas d'écriture sur l'écriture. Tempête à vous, soufflez de toutes vos forces, enragées, soufflez. Ça respecte bien les blow et blow, et ça met en place, je ne sais pas, dans le cerveau, dans le cœur, le texte se met en place. J'avais déjà éprouvé ça très fortement dans La Nuit des Rois, et c'est le fait aussi que le style d'Olivier me plaît énormément, et donc je m'y sens immédiatement bien. J'ai l'impression d'entrer tout de suite dans un petit bolide qui m'emmène au bon endroit, à la bonne vitesse, au bon moment. Et ça, c'est tous les acteurs, d'ailleurs, on le sait, et je pense un grand facteur du succès de La Nuit des Rois, comme je l'espère de celui-là, c'est la traduction d'Olivier. Le Roi Lear de Shakespeare au cœur de ce Book Club des classiques ce vendredi avec nos invités Olivier Cadiot et Denis Podalides. Il est 13h12 sur France Culture. Pourquoi reprendre cette pièce, ce livre entre vos mains aujourd'hui, ce Roi Lear de Shakespeare, 400 ans après? En quoi ce drame fait-il encore sens? Qu'en disent les lecteurs de Babelio, Pierre Croze? Oui, alors évidemment, il y a des critiques très différentes les unes des autres, mais il y a un élément qui revient systématiquement, c'est le caractère intemporel de la pièce. Le trois quarts des critiques évoquent cet aspect. Je peux vous citer quelques critiques. Quel plus bel hommage peut-on rendre à Shakespeare que de témoigner qu'un lecteur moyen du XXIe siècle, aux humanités plus que médiocres, de surcroît quasi étranger à la langue, peut encore ouvrir cette œuvre et immédiatement s'y retrouver transporté. Alors on en a parlé de la langue, mais il y a aussi les thèmes. Cette pièce, comme toutes celles de Shakespeare, est marquée d'intemporalité et s'inscrit bien dans notre modernité d'aujourd'hui. Cette ingratitude familiale, ce rejet des personnes âgées et le manque de récompense pour les véritables personnes qui nous aiment, on le vit et on le voit encore aujourd'hui dans notre société. Donc voilà, c'est vraiment un élément qui revient quasiment systématiquement dans les critiques. Alors c'est la question qui a été posée aussi aux auditeurs, lecteurs de France Culture. Quelle œuvre de Shakespeare est pour vous la plus contemporaine, non pas la plus populaire, la plus lue, celle que vous préférez? Et la réponse, l'œuvre qui revient le plus souvent dans leurs commentaires et leurs réponses, c'est Richard III. Il y a quand même aussi du Roi Lear parmi les réponses de nos auditeurs, et notamment cette réponse-ci qui nous dit que pouvoir, héritage, famille, traîtrise, folie, amour, lubricité, bâtard, tromperie, complot, torture, bannissement, combat, politique, humiliation, régicide et meurtre décomplexé, dans cette logique tragique du pire que tout emporte, il y a vraiment tout dans le Roi Lear, mais vraiment tout, jusqu'au Moyen-Âge fantasmé, de là à y voir Game of Thrones. Vous y voyez des références? Succession. Succession, ouais, la série Succession quand même. avec Brian Cox, qui a été un très grand Roi Lear dans les années 90. Donc, coïncidence ou pas, en tout cas, ça peut se voir et se lire comme tel. Donc plutôt vers Succession ou Game of Thrones que vers Godard, oui. pour nous parler des adaptations. Ce qu'il y a de commun avec Godard, c'est la vitesse. C'est-à-dire que le type devient fou en 1 minute. Tout se passe très très vite, c'est-à-dire le naufrage qui a lieu dans La Nuit des Rois dure 10 secondes dans le texte. Et d'un coup, les gens changent, et d'un coup, les gens deviennent des monstres, par exemple, en quelques secondes. Donc, si vous voulez, c'est le contraire de ce qu'on attendrait d'un auteur classique qui, au contraire, installerait lentement, comme l'idée qu'on se fait toujours de Balzac qui nous fait une description avant, puis l'événement va arriver, mais on a du temps. Là, c'est direct, au bout de 3 lignes, on vous dit c'est foutu, quoi. Pièce Chaos sur le pouvoir, nous dit Laurie. C'est vrai. La psyché d'un père qui renie l'amour de sa fille, son errance, la violence. En 2022, on dirait une vision du patriarcat, écrite en 1603 et toujours jouée aujourd'hui. C'est quand même un de ces textes très modernes pour cette auditrice. Sauf quelque chose qui se passe, Denis. je réalise aussi en ayant fini le travail. Comme toujours, quand on est traducteur, on est myope, on est très très près du texte, donc on a du mal à voir la scénographie, la dramaturgie. Il y a quelque chose qui se passe, de très étrange, c'est qu'il devient bon. Alors que c'est un méchant, si vous voulez, qu'il est fou. Donc on pense que sa folie va augmenter ce qui se passe, son délire et sa violence et son désir de puissance démesuré. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il revient à un moment donné avec des fleurs dans la tête et feuillage, complètement ébahi d'être là où il est. Et la lande terrifiante avec l'orage dont on vient de décrire Denis se transforme en une prairie où les gars ramassent des papillons. Quoi. On va vous voir encore. Non, c'est pas, Denis Podalides. un peu. Il y a quelque chose de positif dans cette pièce. Ça me donne envie de retourner sur le plateau. Oui, Bon, bah, c'est alors, ce soir. Non, mais c'est tout ce que dit Olivier. Mais on va vous C'est voir. normal, je l'ai lu plusieurs fois, on va dire. Évidemment. Denis Podalides avec des fleurs dans les cheveux.
J'ai une couronne, alors je sais pas, on avait mis des fleurs, j'aimais bien ça, puis finalement dans la dernière couronne, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de fleurs. Ah. Il m'est semblé. Je remettrais bien C'est quelques-unes. un horrible parce que- contresens, dit le traducteur. Très très tendu. Non, parce que c'est vrai, Cordelia précise même quel type de Oui, fleurs quel il y a type de fleurs. parce que de quoi sa couronne est faite. C'est pas une couronne d'épines, effectivement. Et Thomas Ostermeyer vous met à nu une fois encore ou Ah non, vous gardez le costume? oui, oui, Jusqu'au bout. tout à fait. Non, je D'accord. garde mon petit slip, de bout en bout. Denis Podalides, sur ce texte et sa c'est impossible à dire, contemporanéité. Contemporanéité. Oui. Oui. Oh ben moi, je me pose jamais cette question-là, parce que moi, toutes ces grandes œuvres, elles, de toute façon, elles entrent en résonance avec l'actualité, à quelque époque qu'on les mette en scène, à chaque fois. Ça, il n'y a même pas... je pense qu'on aurait joué Le Roi Lear il y a 10 ans, on se serait étonné de l'actualité. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, ces grandes œuvres, elles détiennent une sorte de secret, c'est qu'elles s'injectent dans le présent, elles incorporent le présent, le fait de les jouer, les réactivent avec une force, une énergie, et on reconnaît notre monde. On n'a même pas besoin de transposer mille fois, ça résonne tout de suite. Ça, c'est le mystère de ces grandes œuvres, et ça tient à la langue beaucoup. Vous êtes, vous, un Shakespeareophile depuis toujours, Denis Podalides. Il ne revient pas beaucoup dans ces Lydons disparus. Non, parce que Shakespeare. Il n'est pas dans vos lectures d'origine. ça, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, j'ai fait un livre sur la Nuit des Rois, et la traduction d'Olivier, et puis j'ai fait un album Pléiade Shakespeare. Alors, j'avais eu l'impression de beaucoup En avoir parlé. en avoir parlé, donc dans ces textes-là, il n'en est pas vraiment... Non, je pense que même, peut-être que le nom n'est même pas cité une fois. C'est une découverte sur le tard ou pas pour vous? Shakespeare? Mhm. Ah non, ma mère était professeure d'anglais, Ouais. et donc je crois que j'ai lu Hamlet. La première lecture que j'en ai faite, c'était vraiment dans une petite édition des belles lettres où les S c'était des F. Donc je m'amusais à lire fa comme fa, et Hamlet parlait comme fa. Vous parlez quand même de la folie aussi dans ce livre, dans ce Célidan Oui. disparu, de celle que vous avez pu vous rencontrer, croiser, qui vous a été plus personnelle. Dans ces moments-là, il y a quand même il y a une écriture de la folie qui vous parle aujourd'hui, qui semble fidèle à ce que vous avez pu ressentir, de ce moment où on aurait le sentiment qu'on peut y basculer. Oui. Je ne sais pas pourquoi la folie a toujours été... je pense déjà ça fascine les enfants. Qu'est-ce qu'un fou? Quand ils croisent un fou, les fous qu'ils rencontrent dans les œuvres d'art, ce fou avec des grelots, puis un fou qui est un fou dans la famille, et puis la folie qu'on sent en soi-même. Je pense qu'il n'y a pas d'adolescent qui, à un moment ou à un autre, ne se pose pas la question où il en est. Est-ce que sa raison ne vacille pas un peu? Évidemment, j'ai traversé toutes ces périodes-là. J'ai eu un frère qui n'était pas fou, mais de la dépression très grave, ça voisine aussi quand même avec la folie. Et d'ailleurs, en jouant le Roi Lear, tout ça c'est presque un pain quotidien. On en parlait beaucoup avec Thomas dans le travail, mais je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, c'est ça. Mais vous dites aussi, vous distinguez justement la folie de la dépression Oui. dans ce livre. C'est pas tout à fait la Il y a un même personnage chose. d'ailleurs, qui est magnifique dans Gloucester. Gloucester n'est pas fou, il le regrette, il aimerait mieux sombrer. Il y a une phrase que dit Éric Genovès dans le spectacle qui est absolument magnifique. Il aimerait mieux être fou. Lui, il a les yeux crevés, il est rendu aveugle, mais il n'accède pas à cette liberté d'être fou. Tandis que le Roi Lear, lui, effectivement, à un moment, il arrive, comme tu disais, sur une nouvelle scène où la folie allège absolument tout. Et c'est vrai, où il devient, il prie pour les assistés. Il devient presque communiste. Absolument. Et ça, personne ne le voit trop. Mais Non, personne ne le voit trop. Il y a une prière. Assez de superflu. C'est quand même un truc d'aujourd'hui, absolument. Un peu de mais redistribue. Le ciel semblera plus juste. Déshabillez-vous les puissants ou un truc Exactement. comme ça. Exactement. Oui. Je vais le jouer ce soir et je ne me souviens pas, Olivier. Au régime les puissants. On ne peut pas dire que c'est pas actuel. Non, il faut un souffleur quand même dans la salle. Non, parce que ce soir, on n'a pas joué depuis quasiment une semaine. Alors, c'est pour ça. Mais je revois tout cet après-midi. Mais vous avez peut-être une oreillette quand vous jouez? Ah non. Pourquoi pas. D'ailleurs, moi, j'ai rien contre. J'ai des amis qui travaillent à l'oreillette. Ils disent c'est génial. Ils ont tourné la série En thérapie énormément avec l'oreillette. Je crois qu'il faut s'en servir comme un outil de jeu et qui transforme l'interprétation. Je pense que c'est un outil très... Je me réjouis d'atteindre
un peu plus d'âge, et puis de jouer de l'oreillette. Haute figure comme Sauf quand vous la perdez en pleine scène. Ça, C'est embêtant. c'est Ouais. pop. Ouais. Chercher à... Moi, j'ai direct, j'ai Shakespeare en ligne, j'ai pas besoin de. Tu vois, je fais des trucs spirit pour faire monter l'auteur. Ah oui. autre Ouais. figure de la folie Voilà, chez l'histoire. Shakespeare. On peut quand même peut-être juste citer, évoquer Hamlet, et je pense là encore à ces mots de Thomas Ostermeyer dans un autre entretien qu'il a pu donner, qui raconte sa passion Shakespeare à lui, pourquoi il ne cesse de rendre visite pièce par pièce à l'auteur élisabétain, et notamment il évoque le fait que pas facile. Chez Shakespeare, tout renvoie assez souvent à la même question, celle que pose le premier vers d'Hamlet. Qui est là? Qui sommes-nous et qui est l'autre, hein? Sur cette interrogation que vous évoquiez aussi sur la folie, le roi Lear y répond Absolument. en Il partie pose la à cette question. Ah question. oui, je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas combien de fois dans la pièce. Ouais, Il le dit. c'est central. Qui est là? C'est cette auto-analyse, c'est ce torture-test, encore une fois. C'est-à-dire qu'il s'écartèle comme un témoin. Enfin, il est déchiqueté en petits bouts. D'ailleurs, il dit à un moment donné, appelez un chirurgien, j'ai le cerveau fendu. Oui. Acte 4, justement. Il a quand même conscience de ça. Même s'il est dans sa folie totalement libéré, il dit ça. En Et anglais, sinon, il ne c'est- cesse de dire En anglais, qui il peut dit me appeler dire le qui je suis. chirurgien. Bien sûr, Ouais. j'ai le cerveau fendu, va au sens littéral. Ça revient un peu dans les critiques d'ailleurs de lecteurs sur la complexité du Roi Lear. On ne saurait résumer les personnages, comme souvent avec le maître Shakespeare. Est-ce qu'ils étaient à l'acte 1 ou ce qu'ils sont devenus à l'acte 5? Il faut passer par toutes les étapes pour les percevoir intégralement. C'est vrai. Quelle est la phrase pour les auditeurs, la réplique du roi Lear pour les lecteurs de Babelio? Alors je ne vais pas lire aussi bien que Denis, et elle est très courte, mais c'est la citation la plus partagée de la pièce sur Babelio. Et c'est: dès que nous naissons, nous pleurons d'être venus sur ce grand théâtre de fous. Ah oui. Ouais. On pleure dès notre naissance d'atterrir dans le grand théâtre des fous. C'est ça. Traduction d'Olivier. C'est ça. Que je trouve parfaite. C'est un très très beau moment. C'est un moment beckettien de la pièce. Un moment où on arrive. C'est fou. Dans cette pièce, on voyage et puis on arrive sur des berges ou des plages. On est chez Beckett là. C'est vrai. À l'intérieur de la scène. C'est ce que La je voulais dire scène tout à l'heure. s'encalmine. C'est toute la littérature anglaise et la France Ouais. aussi Ouais, absolument. qui Ouais. s'y lit, parce que c'est tout à coup les glossolalies folles des fous, par Ouais, exemple. exactement. Ça va pas vers Beckett, mais ça va encore une fois vers Joyce. Ou vers Louis Wolfson, qui est, Oui, Wolfson, dont tu cites. dans Célidan disparu. que tu cites dans ce livre que j'ai commencé. Et Ouais. d'ailleurs, j'en profite pour dire à quel point c'est extraordinaire le début du livre avec les langues inventées. La langue inventée par toi. Ah Ça, oui. il faut que les gens lisent ça parce que Pénérois. voilà, Mm. c'est très frappant. Merci Olivier Cadieux. Est-ce qu'il y a des incipits dans des pièces? On peut parler d'incipits aussi? Oui, C'est pas oui. que pour les romans? non, c'est vrai, pourquoi pas. Oui, Pourquoi pas. très bien. Et quel est l'incipit alors Bah, j'ai Roi Lear? oublié, c'est Voilà. vous qui allez le dire. Vous l'avez vraiment lu, ce livre? Je l'ai lu Avant un de le petit peu au traduire. ralenti pendant 6 mois. Moi, je mais pense toujours que c'est moi l'incipit. Et d'ailleurs, mes camarades me le reprochent parce que ça m'est arrivé en filage. C'est J'ai quoi commencé- l'incipit? Ben non, c'est Kent. C'est Ken qui parle. Ouais. Et Qu'est-ce je qu'il dit pensais que- Ah oui, je pense. Alors, c'est même pas un incipit qu'on donne, Oui, c'est... nous, Ouais. parce que nous, Vous l'avez coupé. Thomas a supprimé les personnages d'Albany et de Cornouailles. Ah oui, du coup, vous Il y a- attaquez directement au deuxième. Goneril et Regan n'ont pas de mari dans la pièce. Elles ont récupéré le texte D'accord. de Cornouailles. Donc, l'incipit, c'est je pensais que le préféré du roi, c'était Albany plutôt que Cornouailles. Et nous, ça donne, je pensais que le préféré du roi, c'était Goneril plutôt que Regan. Merci beaucoup à tous les deux. Ne bougez pas tout de suite. C'est les incipits de Mathias Sénard. Il est 13h25. Chaque vendredi, notre camarade écrivain, producteur de l'entretien littéraire tous les dimanches sur France Culture, revient sur la première phrase d'un livre. Et bonjour Mathias. Aujourd'hui, à boire, à boire, à boire. La famille royale, chef-d'œuvre du romancier et essayiste américain William T. Vollmann, paru en 2004, traduit en français par Claro, s'ouvre sur cette interrogation. Qui connaît la plus belle mort? Le soldat qui tombe pour sa patrie ou la mouche dans mon verre de whisky? Il me semble que William Vollmann pencherait pour la réponse B, la mouche dans son verre de whisky, même si l'on pourrait soutenir effectivement que tomber au champ d'honneur est un trépas tout à fait enviable. À y regarder de plus près, les deux sont une façon de tourner le dos à la banalité de la mort. La mouche dans l'ivresse absolue, le soldat dans l'ivresse nationale et guerrière. La mort la plus fréquente pour le genre humain ou pour les mouches étant commune et sans gloire, comme la noyade dans un verre d'eau. Qui connaît la plus belle mort? Le soldat qui tombe pour sa patrie ou la mouche dans mon verre de whisky?
C'est bien sûr une sentence éminemment subversive, proposant, grâce à la malice de cette possible beauté de la mort, de faire passer une mouche malencontreuse avant un soldat zélé. Vous l'aurez compris, c'est surtout la mouche de William Wellman qui va nous intéresser ici, le dernier bain de la mouche, la dernière gorgée. Comme le chante la Mexicaine Chavela Vargas, « Bois cette bouteille avec moi, et à la dernière gorgée, on s'en va ». L'ultime libation, l'alcool bu pour une dernière transformation de l'être avant disparition. Il y aurait sans doute une foule d'incipits autour de cette question de l'alcool, le plus célèbre d'entre eux étant celui de La Grande Beuverie de René Daumal, publié en 1938, c'est-à-dire juste avant que la question de la mort au champ d'honneur ne se pose avec toute sa terrible acuité. La Grande Beuverie est un texte absolument magique dans sa façon de relier l'alcool et les pouvoirs du langage. La Grande Beuverie s'ouvre très simplement par ces mots « Il était tard lorsque nous bûmes. Nous pensions tous qu'il était grand temps de commencer. Ce qu'il y avait eu avant, on ne s'en souvenait plus. On se disait seulement qu'il était déjà tard. Savoir d'où chacun venait, en quel point du globe on était, ou si même c'était vraiment un globe, et en tout cas ce n'était pas un point, et le jour du mois de quelle année, tout cela nous dépassait. On ne soulève pas de telles questions quand on a soif. La soif, voilà le maître mot. Ce qu'abolit l'alcool, c'est tout autre désir que lui-même, du moins avant de boire. Ensuite, on verra. Étancher sa soif, boire jusqu'à plus soif, boire tout son soûl, le langage regorge d'expressions soifardes qui tissent ce rapport des humains à la boisson. Le roman russe d'Andreï Gerasimov, sobrement et magnifiquement intitulé « La soif », commence ainsi. « Je n'avais pas réussi à caser toute la vodka dans le frigo. » Son protagoniste, Kostya, est justement un soldat atrocement défiguré dans l'incendie de son tank en Tchétchénie, qui va boire beaucoup. Boire à mort pour retrouver figure humaine, comme si le soldat de Wellman, n'étant pas tombé au champ d'honneur, s'était ensuite essayé au destin de la mouche, mais dans un verre de vodka. Voilà, c'était l'Incipit du jour de Mathias Hénard. 2 rendez-vous à vous indiquer, alors que Mathias Hénard, justement, clôturera le 2 octobre le festival VOVF, Festival de traduction, Traduire le monde, à Gif-sur-Yvette. Je vous retrouverai en ouverture, quant à moi, du festival Terre de Parole, près de Rouen, à l'abbaye de Jumièges, demain, samedi, pour une grande table libanaise à 10h30, avec 3 romanciers, Sharif Majdalani, Ryoko Sekiguchi et Joy Majdalani. Voilà pour les rendez-vous littéraires à suivre si vous le souhaitez. Merci beaucoup à toute l'équipe de Bienvenue au Club, à Aurélien Delacroix pour sa programmation et à Joseph Julien pour la préparation de cette émission. Le vendredi, un merci spécial à tous les digitaux de l'équipe, Zora Vignier et Alexandre Alaïbegovic, ainsi que Florent Latrive, le boss à la réalisation aujourd'hui. C'était Thomas Beau avec Jean-Frédéric. Je vous dis à lundi. Merci messieurs.